Bon bah voilà, c'est pas parce que le circuit est beau qu'on se fait pas chier. Ouais. Mais c'est pas que le circuit, hein, le problème. Là, pour le coup, il y a aussi le fait qu'il y ait eu du vent, que Pirelli n'ait pas apporté forcément les bons pneus, et que au niveau de l'asphalte, c'est pas le meilleur asphalte non plus apparemment. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix du Portugal 2021. C'est parti. Première réaction, forcément, on va commencer avec les bonnes nouvelles, c'est Alpine, et oui, enfin, on a vu du progrès, et alors ça fait vraiment super plaisir, les gars. Le reste, alors ça tranche avec le reste, hein, évidemment. Ils ont testé de nouveaux éléments en FP1, mais ils sont rentrés dans le rythme dès la FP2 et ils confirment en course. Donc franchement, c'est vraiment super top. On a eu des beaux dépassements. Regardez-moi ça, Ocon sur Gasly par l'extérieur. Bon, merci le DRS, et en bout de ligne droite, hein, là où quasiment tous les dépassements se sont faits au premier virage, tout simplement. Regardez ça aussi. Ocon sur Sainz sur une Ferrari par l'extérieur, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et alors forcément, il y a eu le coéquipier Fernando Alonso sur Ricciardo par l'extérieur, avec un différentiel de vitesse, on va être honnête, qui est pas loin des 40 km/h, hein, 293 km/h en bout de ligne droite pour Ricciardo contre 327 pour Fernando Alonso. C'est absolument abyssal, c'est énorme. Bon, derrière, Alonso a aussi doublé et Gasly et Carlos Sainz, si je ne dis pas de bêtises. Bref, le rythme était là, mesdames et messieurs, pour les Alpines. Ça a très bien fonctionné. Donc, on peut avoir un petit peu de baume au cœur pour cette écurie. Mais surtout, en fait, c'est ce qu'avait dit Ocon, c'est que ça va dépendre des circuits, quoi qu'il arrive. On peut avoir de l'espoir pour Barcelone qui arrive en fin de semaine, parce que finalement, Barcelone, en termes de virage et de tracé, c'est un petit peu similaire à Portimao. Alors oui, ça descend pas et ça monte pas dans tous les sens, mais c'est un petit peu similaire. Donc on peut avoir un petit peu de baume au cœur, on va voir, on verra. En tout cas, l'asphalte est radicalement différent, donc ce sera pas forcément la même chose. En tout cas, Alpine était à l'aise, forcément, avec tous les composés de pneus au final, peut-être un petit peu moins avec les softs, mais alors medium hard, ça a très bien fonctionné. 5 places de gagné pour Fernando Alonso, ce qui nous, c'est eux en fait qui nous ont apporté le spectacle, parce qu'il y en a pas eu beaucoup du coup. P7, P8 au final, de quoi se donner, comme je vous l'ai dit, un petit peu de baume au cœur, et alors ça fait vraiment plaisir pour Alpine. Deuxième réaction, mesdames et messieurs, on va parler du un petit peu moins bien, on va parler d'Aston Martin et la descente aux enfers d'Aston Martin. On parlera un petit peu d'Alpha Tauri aussi juste après, mais Aston Martin, ça a été très compliqué, surtout pour Lance Stroll qui s'est fait éliminer dès la Q1. Il n'avait pas de confiance dans la voiture, il n'arrivait pas à faire fonctionner ses pneus, il comprenait pas les conditions de piste, on va dire, et pourtant Sébastien Vettel, lui, a placé cette voiture-là en Q3 et ça ne lui était pas arrivé depuis 15 Grands Prix. C'est énorme et ça faisait vraiment très longtemps, donc forcément on était un peu content pour lui. Alors derrière en course, les Aston Martin étaient un petit peu posés, aucun rythme pour Stroll qui pourtant a fait 41 tours sur les softs, et Vettel pouvait absolument rien faire, il s'est fait dépasser tout le temps, aucune idée de ce qui s'est passé. Peut-être que finalement la stratégie était pas la bonne, les hards auraient peut-être un petit peu mieux fonctionné, on va dire. Donc bon voilà, franchement je sais pas quoi vous dire, à part qu'on a cette image là. Alors oui, forcément, hein, la Haas et l'Aston Martin se sont croisés, mais n'étaient pas sur la même course évidemment, mais avouez que c'est un petit peu criant de vérité et qui fait un petit peu état de l'atmosphère qu'il peut y avoir peut-être chez Aston Martin. On s'attendait à tellement mieux de leur part et finalement c'est pas vraiment le cas. Donc c'est un loupé total pour Aston Martin sur ce Grand Prix du Portugal. On espère que ça ira mieux pour la suite. Autre loupé, on va dire, oui, Alpha Tauri, ça a été très compliqué, surtout pour Yuki Tsunoda, mesdames et messieurs. Regardez, nulle part, que ce soit en qualif ou en course, même en essai libre, là j'avoue que c'est un petit peu surprenant. On n'a pas vu le panache qu'il nous a montré jusqu'à présent, mais le week-end a été vraiment en fait difficile à comprendre pour tout le monde, pour toutes les écuries, et aussi pour nous, spectateurs, au final. Gasly, lui aussi, a été un petit peu à la peine, mais au final, vu le rythme qu'ils avaient pendant le week-end, ils finissent un peu là où ils auraient dû. Alors, oui, on va dire que ça sauve un petit peu les meubles, mais on attend beaucoup mieux de la part d'Alpha Tauri. On attend à ce que Alpha Tauri se batte plus avec Ferrari, peut-être McLaren, mais on les attend pas derrière les Alpines. Donc bon, voilà, c'est un raté pour Alpha Tauri. Ça avait bien entamé la saison avec un bon gros potentiel qu'on avait vu déjà à Bahreïn, que ce soit pour Gasly ou pour Tsunoda. Voilà, maintenant il faut juste un petit peu se ressaisir et puis espérer que ça ira mieux pour Barcelone, parce que là on les attend et on attend à ce qu'ils soient forts, quoi. Ouais, on a envie de voir Alpha Tauri bien réussir. Troisième réaction, on revient sur un petit peu de positivité quand même, et oui, on va parler de Lando Norris qui est toujours le crack de ce début de saison, mesdames et messieurs. C'est clairement celui qui sort en tête. Alors, pas de la course, mais du milieu de peloton, et ça c'est super important. Lando Norris
qui est agressive, qui est posée, qui fait pas d'erreur, qui est propre. Il fait vraiment le job. Il a extrait 100% de sa McLaren, si c'est même pas un peu plus d'ailleurs. Il avait déjà bien progressé l'année dernière et alors là, j'ai vraiment l'impression qu'il a franchi un gros step en termes de maturité dans son pilotage, mais surtout dans son approche de la course. Meilleur début de saison pour le pilote britannique avec déjà 37 points hein, et un podium d'ailleurs comme l'année dernière en 2020 devant un certain Valtteri Bottas. Voilà, donc en 3e position, hein, excusez du peu, ça permet de faire un petit point sur le classement. Hamilton, Verstappen qui sont en train de s'échapper de tous les autres. Norris qui est devant Bottas, Leclerc devant un certain Sergio Pérez qu'on attendait aussi un petit peu mieux, mais bon, il a aussi un petit peu du mal à s'acclimater à sa voiture. Et puis pour terminer ce top 10, un petit Ocon et Gasly. Bref, ça c'est assez sympa, mais la vraie question c'est est-ce que Lando Norris, bah c'est pas le leader qu'on attendait finalement chez McLaren, comme dirait un certain Jacques Villeneuve. On attendait à ce que ce soit Ricciardo qui prenne un petit peu en main l'écurie, mais finalement, bah non, Ricciardo, c'est un petit peu l'échec en qualif là pour l'instant, sorti dès la Q1, compliqué de comprendre les pneus et les conditions de piste, mais bon, c'est Daniel Ricciardo, mesdames et messieurs, donc forcément il nous sort une très belle course, beaucoup de rythme, des beaux dépassements, 7 positions de gagné pour rentrer dans les points. Donc franchement, c'était vraiment absolument top. Au final, chez McLaren comme chez Ferrari, il y a un petit manque de performance pour le moment chez les petits nouveaux qui fait que on a un combat entre guillemets Norris-Leclerc. Mais une fois que Ricciardo et Sainz se seront bien habitués à leurs nouvelles écuries et à leurs nouvelles voitures, je pense que là, on va avoir une belle bataille Ferrari-McLaren. Alors oui, pas pour la tête de la course ou du championnat, mais quand même une belle bataille. Quatrième réaction, mesdames et messieurs, on va parler d'un tiercé gagnant. Et oui, on va parler d'Hamilton, Verstappen, Bottas. Ça y est, c'est officiel, c'est le podium le plus récurrent de l'histoire de la Formule 1. 15e fois que ça arrive d'avoir, dans le désordre, hein, un Hamilton, un Verstappen et un Bottas. Avant ça, c'était tout simplement Rosberg, Hamilton et Vettel. Et oui. Bon, alors autant voir les trois sur le podium, c'est un petit peu relou, on va pas se le cacher, mais c'est surtout de l'histoire pour les voir sur le podium qui est un petit peu relou parce que, ça fait 2 ans qu'on nous sert la même soupe et c'est toujours la même chose. En fait, l'histoire c'est tout le temps la même. Regardez, on a les 2 Mercedes devant, on a Verstappen juste derrière. Alors, il est jamais forcément bien aidé par un Pérez, un Albon ou un Gasly pour essayer de faire plier un petit peu les Mercedes, mais il peut pas les faire plier ces Mercedes. Donc, forcément, du côté de chez Red Bull, on tente la stratégie de l'undercut. C'est d'ailleurs que sur Verstappen que l'undercut a fonctionné parce que finalement, tous les autres pilotes qui ont tenté l'undercut, ça n'a pas fonctionné. Donc Verstappen tente l'undercut, Bottas a dit qu'il avait il avait pas de rythme avec les médiums, tout simplement, et avec les hards, c'est devenu un peu compliqué. Alors même s'il arrivait quand même à remonter sur Verstappen, il a eu un défaut de capteur. Bon, alors forcément, hein, c'est pas de bol, mais vraisemblablement, en tout cas des 3 de la tête de course, c'était celui qui avait le moins de rythme. Et alors surtout, la stat, elle fait mal. Sur 17 pôles, c'est la 12e fois qu'il n'arrive pas à convertir sa pole en victoire avec la meilleure voiture à chaque fois. Je vous le rappelle quand même. Donc bon, voilà. Alors oui, si on fait un petit point sur la globalité de la performance, oui, il y avait des problèmes chez Mercedes au moment des essais hivernaux à Bahreïn. Les problèmes ont commencé à être résolus un petit peu au niveau d'Imola. Et alors là, ça y est, c'est indéniable. Red Bull a perdu l'écart qu'ils avaient, l'avantage qu'ils avaient qui s'est considérablement réduit. Alors déjà qu'il n'était pas gros, voilà, c'était un petit peu compliqué. Bref, petite erreur de Lewis Hamilton quand même sur la relance de Valtteri Bottas puisqu'il regardait son rétroviseur pour surveiller Max Verstappen. Finalement, Bottas à ce moment-là est en train de partir, donc il se fait dépasser. Mais on a eu droit à un champion du monde comme on le connaît évidemment, Lewis Hamilton, qui est venu faire les freins sur Max Verstappen au premier virage, il l'a dépassé, et alors derrière, Verstappen revient sur Hamilton à l'extérieur au virage 3, coup d'œil dans le rétro pour Hamilton qui est en train de freiner justement, il loupe sa corde, il sous-vire bien comme il faut, il y a de la place à droite alors que Verstappen est à sa hauteur, il bloque totalement à Verstappen, alors encore une fois plutôt bien à sa hauteur au niveau de la corde, et puis Hamilton l'emmène bien comme il faut à l'extérieur. Bref, c'est agressif, c'est roublard, ça joue, honnêtement ça joue un partout depuis Imola entre les deux évidemment. Alors et puis derrière Hamilton aligne Bottas au DRS, c'est terminé, merci, au revoir, la victoire, ciao bello, voir à tutti. Cinquième et dernière réaction, mesdames et messieurs, on va parler de la petite séance, la mini-séance de qualification qu'on a eu droit à la fin de cette course tout simplement. Les pilotes de tête sont partis tout simplement chercher le meilleur tour en course. Alors,
Comme finalement c'est un petit peu devenu l'usage entre guillemets, celui de la tête entre guillemets qui a foiré sa course s'arrête au stand dans les tout derniers instants de la course pour mettre des pneus tendres et aller chercher ce fameux point du meilleur tour. Sauf que là, non seulement Bottas pouvait s'arrêter puisque Pérez était trop loin, mais du coup chez Red Bull, on s'est dit bah perdu pour perdu, on n'aura pas la victoire, alors allons le contrer tout simplement. Du coup, Verstappen s'est arrêté. Et alors, ce qui est le plus drôle, c'est que chez Hamilton, alors en tête de la course, on s'est dit bon, Bottas s'est arrêté, Verstappen va s'arrêter, est-ce que tu as envie de t'arrêter pour aller chercher le meilleur point? Est-ce qu'on devrait le faire? Finalement, ils l'ont pas fait. Mais voilà, alors c'est assez marrant parce que en gros, hein, les voitures de tête avaient tellement d'avance que c'était parti donc en mini séance de qualification pour un seul petit point au lieu de se battre pour la victoire. Alors en soi, bon pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas, même si j'avoue qu'en prenant un petit peu de recul, c'est un petit peu triste parce que ça montre l'écart abyssal qu'il existe entre la tête et le reste du monde, j'allais dire tout simplement. Donc c'est vraiment dommage, on n'est pas à l'abri de revoir ce genre de stratagème tout simplement cette année, peut-être un petit peu moins violemment que ce qu'on a vécu, surtout avec la nouvelle réglementation de 2022. Théoriquement, si tout le monde se suit d'un peu plus proche et que le peloton est bien resserré, on n'aura pas le choix de pouvoir s'arrêter et faire un arrêt entre guillemets gratuit pour aller chercher ce fameux meilleur point. Il faudra faire un petit peu autrement et c'est ça qu'on a envie de voir. Les bonus, mesdames et messieurs, oui, il y a quelques petits bonus quand même, forcément. J'ai beaucoup de mal à croire que Sergio Pérez soit le driver of the day, partir 4e pour finir 4e. Voilà, la majorité, je crois, a voté un petit peu Mazepin pour essayer de troller un peu la Formule 1. C'était déjà arrivé par le passé qu'on élise un certain Robert Kubica, alors chez Williams, qui avait fait une course totalement anonyme pendant un Grand Prix un petit peu ennuyeux. Donc je suis pas totalement sûr que ce soit Sergio Pérez. En plus, le driver of the day a été annoncé assez tardivement, donc ça sent l'embrouille un petit peu tout ça. Petite pique à l'ego de Nicolas Latifi qui se fait passer par un certain Mick Schumacher. Alors là, ça doit faire un petit peu mal parce que bon, c'est une Haas et que la Haas c'est quand même un cran en dessous de la Williams. Mais bon, c'est comme ça. Hein, Mick Schumacher qui gagne une position face à son coéquipier qui n'en a toujours pas gagné. On en profite pour souligner forcément la meilleure qualification de George Russell avec la Williams et la magnifique P11 de George Russell en qualif seulement parce qu'en course ça a été très compliqué. La Williams qui a beaucoup de mal dès qu'il y a du vent, ça perd entre 5 et 7 dixièmes selon George Russell. Donc bon, c'est dans le bon sens. Maintenant, voilà, faut continuer à bien travailler et c'est pas encore tout à fait ça. Pirelli a totalement foiré de prendre les pneus les plus durs de la gamme, hein, quand finalement on aurait dû avoir les pneus les plus tendres, tout simplement pour essayer d'avoir 2 arrêts, d'avoir une stratégie un petit peu plus complexe peut-être pour les équipes, même si là personne n'a rien compris de ce qui se passait en termes de pneus. Vraiment tout le monde était vraiment perdu, donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas bien compris tout ce qui se passait sur ce Grand Prix du Portugal. Donc les pneus hard qui pouvaient faire un Grand Prix et demi en termes de distance. On n'a qu'à voir, hein, Lance Stroll, je vous le rappelle, a fait 41 tours avec les pneus soft. Donc bon, c'était pas forcément la meilleure chose à faire de choisir ces pneus, mais bon, les pneus, c'est pas une science exacte. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans une semaine pour le Grand Prix d'Espagne à Barcelone. En attendant, j'attends vos réactions dans les commentaires. Portez-vous bien. Ciao, ciao.